Alors cet après-midi, avec nos nombreux invités, nous allons répondre à toutes les questions que vous vous posez, et même d'ailleurs celles que vous ne vous posez pas, sur l'intelligence artificielle. Alors, avant d'ouvrir le débat avec nos invités, on va reposer quand même les choses assez clairement. C'est quoi l'intelligence artificielle ? Quelles sont les méthodes d'apprentissage de l'IA ? Avec notre invité que je vous demande d'accueillir, il s'appelle Antoine Bosselu. Antoine, vous voulez bien nous rejoindre ? Vous allez bien ? Ouais, très bien, merci. Vous avez un travail important à faire, hein, nous refixer toutes les bases. Et comme ce sont des portes ouvertes et que c'est grand public, il faut que tout le monde comprenne, on est d'accord ? On va faire d'autres mieux. Hein ? Ouais. Gros défi. Bah, je pense qu'on va rise to the occasion. Ok. Je vous présente, vous êtes professeur à la faculté informatique et communication de l'EPFL. Vous êtes également responsable du laboratoire de traitement du langage naturel et bien sûr spécialiste de l'IA. C'est quoi ce laboratoire ? C'est notre laboratoire. On a débuté il y a à peu près 18 mois. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on étudie les technologies qui sont derrière le rideau de ChatGPT. Donc bien sûr, c'est un système, mais derrière, il y a des modèles d'apprentissage automatique qui spécialisent en le processing des données de texte. Et c'est ça ce qu'on étudie, comment créer, comment étudier, et comment augmenter ces systèmes d'apprentissage automatique, d'IA, qui spécialisent dans la compréhension du texte. C'est vrai que l'IA, c'est un sujet qui nous passionne parce que c'est de plus en plus présent dans notre vie quotidienne. Exactement. Mais il y a eu cette sorte de phénomène d'un seul coup, ChatGPT, là, qui a réveillé les esprits, qui crée des débats. Donc j'ai l'impression qu'il y a une attention encore plus importante et singulière qui existe aujourd'hui, non ? Exactement. C'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui, je pense. Et c'est pour ça que moi, je suis ici aujourd'hui pour expliquer tout ça, nous donner des idées d'où on vient et d'où nous allons. Et essayer d'élucider toutes ces complexités. Eh bien, très bien. Ensuite, on aura un débat tous ensemble. Pour le moment, on vous laisse la scène et le public. Et le public, bien évidemment, après la table ronde, vous aurez la possibilité de poser toutes les questions que vous souhaitez. C'est à vous de jouer. Parfait. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Donc, merci à tous d'être venus ce dimanche après-midi. Je sais que c'est maintenant à peu près 14h15, donc c'est très gentil d'être venu à cette présentation où on va discuter de l'intelligence artificielle, de ce qu'elle était il y a à peu près 30 ans et 50 ans au départ de ce domaine de recherche et d'application, où elle en est aujourd'hui avec ChatGPT qui a été lâché sur le monde il y a à peu près 6 mois, et finalement où elle en sera demain, et dans l'avenir encore plus lointain. Et donc pour discuter de ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un petit voyage dans l'histoire, il y a à peu près 50 ans, quand les premiers systèmes d'IA ont été développés et proposés et étaient construits à base de programmation directe. Et puis là, on va aller un peu plus dans le futur et on discutera de comment un changement de paradigme d'IA vers l'apprentissage automatique nous a laissé construire des systèmes qui étaient déjà bien plus puissants. Et puis après, on ira vers ChatGPT pour discuter de où on en est aujourd'hui avec les systèmes qu'on a et où on ira demain. Donc, parlons au départ des premiers IA qu'on avait, qui étaient faits à partir de ce que moi j'appelle la programmation directe. Donc, il y a probablement pas mal d'entre vous qui ont déjà joué avec des logiciels d'informatique où on doit écrire des programmes qui vont nous aider à accomplir une tâche. Et les IA, il y a à peu près 30 ans, étaient construits d'à peu près la même façon. C'était en fait une recette. Et dans une recette, nous avons plusieurs étapes et plusieurs règles que nous mettons dans cette recette pour arriver à un résultat. Souvent dans la cuisine, c'est un plat. Dans la programmation, c'est un logiciel. Et ce qu'on appelle ces recettes dans l'informatique, c'est des programmes. Et donc, en fait, les premières intelligences artificielles étaient seulement des programmes où on donnait la tâche qu'on voulait que le programme accomplisse, comme pouvoir détecter un chat. On écrivait quelles seraient les données d'entrée à ce programme,
et puis on donnait les étapes et les règles que le programme devait suivre pour pouvoir arriver au résultat. Donc pour détecter un chat, on dirait au programme de sélectionner une photo, la regarder, trouver s'il y a un chat dans cette photo, et puis écrire s'il y a un chat ou pas un chat. Et après, une fois qu'on aurait écrit ce programme, on pouvait donner plein de données d'entrée, donc dans ce cas, des images de chats, et on pouvait voir quelle sorte de prédiction l'IA nous rendait pour chacune des photos qu'on leur donnait. Donc jusqu'à maintenant, je vous ai dit ça a l'air très simple. Bien sûr, cette dernière étape, cette troisième étape ici, où on doit trouver s'il y a un chat dans la photo, est bien sûr bien plus compliquée que seulement écrire les étapes et les règles comme ceci. Et donc ce qu'on faisait pour ce comportement intelligent qu'on voulait que l'IA puisse faire, c'est qu'il fallait qu'on définisse les règles que l'IA devait suivre pour pouvoir reconnaître un chat. Donc, par exemple, dans une photo qu'on montrerait, on écrirait des règles pour pouvoir comprendre s'il y a un chat en voyant si, par exemple, il y aurait des oreilles pointues, ou de la fourrure, ou bien des moustaches. Et puis après, quand on donnait à l'IA une image de quelque chose, on ne savait pas ce que ça serait, l'IA devrait prédire, en utilisant ces règles, s'il y avait un chat ou non dans l'image. Donc ici, je pense qu'on peut tous voir qu'il y a un chat dans l'image, on peut voir les oreilles pointues, la fourrure, et les moustaches, et bien sûr, un IA qui fonctionne bien pourrait prédire facilement que ça serait un chat. Maintenant, ce qui devient compliqué, et vous pouvez probablement voir déjà où il y aura des problèmes, c'est que souvent, on donnerait une image de quelque chose un peu différent, et on demanderait à notre IA, qui sait prédire des chats, si cette image est une image d'un chat. Et dans ce cas-ci, notre IA nous dirait qu'en fait, oui, c'est un chat, on peut voir les oreilles pointues, on peut voir que ça a de la fourrure, et si on regarde tout près, on peut voir aussi qu'il y a quelques petites moustaches sur ce chien, non chat, dans cette image. Donc ça, c'est un des problèmes. C'est que souvent, il y a des exceptions ou bien nos règles ne sont pas assez précises pour pouvoir distinguer les objets dans des images qu'on voudrait voir. Un autre problème, c'est que souvent, on a le problème de contraire. On a des exceptions à ce qui est un chat, qui nous semble démontré dans une photo, mais qui est quand même un chat. Donc ici, par exemple, cette image serait classifiée comme étant non un chat, parce qu'on ne voit pas nécessairement les oreilles pointues dans l'image, qui nous dirait que celle-ci est une image d'un chat. Et donc ces deux cas nous montrent les problèmes qu'il y aurait avec l'IA pour trouver des chats. C'est que des fois, on aurait des images qui ressembleraient beaucoup à des chats par rapport aux règles qu'on avait écrites, et des autres fois, on aurait des images qui seraient en effet des chats, mais qu'on ne pourrait pas prédire comme étant chats parce qu'il y aurait des exceptions aux règles dans l'image qu'on aurait écrites pour faire cette classification. Et donc en fait, c'est bien ça le problème, c'est que ce n'est pas nécessairement facile de rendre une description programmatique complète à chaque coup pour pouvoir faire cette tâche avec la précision qu'il faut. Le deuxième problème avec l'IA programmatique, c'est que souvent, on ne sait même pas comment écrire les règles pour définir ce qu'on veut que l'IA fasse. Donc, dans le cas où on voulait prédire des chats, c'était facile à définir des règles qu'on utiliserait pour trouver à quoi ressemble un chat, les oreilles pointues, la fourrure. Par contre, dans l'exemple de ChatGPT, qu'on a peut-être utilisé tous dans les mois qui nous ont précédés, c'est qu'en fait, ChatGPT nous démontre un comportement assez complexe. Et ça serait très difficile de pouvoir définir des règles pour comment ChatGPT devrait se comporter. Il doit nous donner, quand on lui pose une question, il doit nous donner des réponses pertinentes, cohérentes, qui démontrent un peu de personnalité, des réponses rapides, et bien sûr des réponses qui sont engageantes et qui nous causent à suivre la conversation plus loin. Tous ces facteurs sont très difficiles à définir en termes de règles explicites dans une programmation directe. Et donc ceci était vraiment les limites de l'IA par programmation. C'est que, c'était très difficile de définir toutes les règles qu'il fallait et qui pourraient s'occuper de toutes les exceptions qu'on allait trouver dans des données qu'on trouvait dans la nature. Et deux, parfois, ça serait même encore plus difficile de dire ce que devraient être les règles pour un comportement intelligent qu'on voudrait que l'IA puisse démontrer. Et donc, ce qui s'est passé il y a à peu près 20 ans, c'est qu'on a changé le paradigme complètement de ce qu'on utilisait pour l'IA, où avant, on donnait ces exemples à l'IA et on créait des règles que l'ordinateur devrait suivre pour pouvoir
classifier ces exemples, et on a changé à un système où on a laissé l'ordinateur apprendre les règles qu'il devait utiliser pour pouvoir faire le comportement intelligent qu'on voudrait. Donc, plutôt que donner les règles et les écrire explicitement pour l'ordinateur, on le laisserait apprendre les règles qu'il faudrait utiliser pour faire les prédictions qu'il lui fallait. Et pour faire ça, ce qu'on ferait, c'est qu'on donnerait plein d'exemples dans la nature de comment le comportement intelligent devrait être fait. Donc, par exemple, pour classifier des images de chats, on donnerait plein d'images de chats avec une étiquette sur chacun qui dirait que ça serait un chat. Et après, on donnerait plein d'images de chiens à l'IA avec une étiquette qui dirait que c'est un chien. Et avec cette information, on laisserait l'IA apprendre comment il devrait représenter les chats et les chiens, quelles règles implicites il devrait utiliser pour pouvoir faire ses prédictions plus tard. Et à chaque fois qu'on lui montrerait une image comme exemple, on garderait une trace des erreurs que l'IA ferait. Et comme ça, il apprendrait à se corriger et à s'améliorer pour pouvoir mieux faire ses prédictions dans le futur. Et à la fin, une fois qu'il ferait moins en moins d'erreurs et que ça serait plus bas qu'un certain chiffre, on dirait qu'il a été entraîné pour faire cette tâche, donc classifier les chats et les chiens. Et ceci, c'est vraiment ce qui est au sein de l'apprentissage automatique, c'est que c'est l'IA qui apprend comment faire la tâche qu'on veut qu'il fasse, plutôt que nous qui la programmons directement dans l'IA. Donc, pourquoi est-ce que tout ça, c'est relevant pour pour ChatGPT ? C'est parce que ChatGPT est en fait un système d'apprentissage automatique. Donc, ChatGPT n'est pas un des IA que j'ai montré au début, où on va programmer directement tous les règles qu'il va utiliser. ChatGPT est un système d'apprentissage automatique qui est entraîné pour comprendre le langage. Et donc, la grosse question maintenant, c'est qu'est-ce que c'est un modèle de langage comme ChatGPT ? Donc, ChatGPT, en fait, a un comportement très simple. Il est vraiment entraîné pour faire une chose, ce qui est de prédire le prochain mot qui suit une séquence de mots précédents. C'est tout ce que ChatGPT fait. C'est que donner une séquence, comme Antoine donne une présentation haut, et puis devoir prédire le mot qui suit, il va pouvoir choisir le prochain mot en estimant les probabilités de tous les mots qui pourraient suivre. Il va en choisir un, et puis après, il va l'ajouter à la fin de la séquence, qui va laisser estimer le mot qui suit à ce moment-là, et puis il va répéter ce processus jusqu'à ce qu'il ait pu générer une séquence complète de textes et de mots. Donc bien sûr, je pense que si vous avez utilisé le logiciel de ChatGPT en ligne, vous voyez qu'il a l'air de générer les mots un par un. En fait, c'est ce qu'il fait aussi derrière le système. Ce n'est pas seulement une animation, c'est ce qui se passe avec le modèle en réalité aussi. Donc pourquoi est-ce que tout ça, c'est très intéressant ? Parce que tout ce que je vous ai dit, c'est que jusqu'à maintenant, ChatGPT, c'est un système qui, par apprentissage automatique, arrive à prédire le mot qui suit une séquence de mots. C'est très intéressant parce que c'est vraiment une avance considérable sur comment étaient les modèles de langage qui étaient entraînés par apprentissage automatique il y a 10 ans et 5 ans. Donc, il y a 10 ans, quand on voulait créer un modèle de langage, tout ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait une grosse base de données, de textes, donc des articles qui venaient des journaux, de Wikipédia, d'autres sources. On comptait le nombre de mots qu'il y avait dans ce corpus de données. Et puis, on estimait les probabilités de quel mot devrait suivre une séquence de mots en regardant combien de fois il suivait dans cette base de données. Et ce n'était pas utile pour beaucoup de choses. Tout ce qu'on pouvait l'utiliser, c'était pour améliorer les systèmes de reconnaissance vocale et de la traduction automatique. Et puis après, il y a à peu près 5 ans, une avance qui a été faite, c'est qu'on a commencé à entraîner des modèles de langage basés sur un autre algorithme d'apprentissage automatique qui s'appelait l'apprentissage profond. Et donc un des premiers systèmes qui faisait ci s'appelait GPT, c'était un précurseur de ChatGPT qui a été publié par la même compagnie en 2018. Et à ce moment-ci, on a vu une grosse différence de paradigme où tout d'un coup, tous les systèmes de traitement de langage naturel utilisaient des modèles de langage comme départ et pour après continuer pour l'apprentissage de tâches particulières. Et ceci était vraiment un gros changement et c'est ce qui nous a amené aujourd'hui
à ChatGPT. Donc comment, dans les dernières 5 années, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on aille de ces premiers systèmes à ChatGPT où on en est aujourd'hui? Parce que je pense qu'il y a beaucoup parmi vous qui probablement n'entendaient pas autant au sujet de l'IA il y a 5 ans. Donc qu'est-ce qui a changé pour nous amener à aujourd'hui? Ce qui a vraiment changé, c'est qu'il y a eu quelques progrès au niveau du hardware et des algorithmes qui nous ont permis de développer des systèmes bien plus puissants. Et quand je parle de puissant, en fait, je parle de quelque chose de très simple, je parle de la taille de ces modèles et la croissance qui a eu lieu dans les dernières 5 années. Donc aujourd'hui, maintenant, on peut entraîner des modèles de langage qui sont à peu près 5000 fois plus grands que ceux qu'il y avait en 2018. En 2018, on avait des systèmes qui avaient à peu près 100 millions de ce qu'on appelle un paramètre. Et un paramètre, ça peut être vu comme une opération de calcul que le système fait pour chaque prédiction qu'il va nous donner. Donc pour classifier une image d'un chat, il va faire 100 millions de calculs pour pouvoir faire cette opération. Aujourd'hui, en 2023, les plus gros systèmes, les plus gros modèles de langage en font 5 milliards de ces opérations pour pouvoir faire la même prédiction qu'il y a 5 ans. Pour une petite comparaison, je peux vous dire que le cortex cérébral humain contient à peu près 1000 fois plus de neurones que celui des souris. Ce n'est pas une analogie très précise, mais on peut réfléchir à ce sujet un peu de la même façon, que ces modèles sont 5 fois plus puissants aujourd'hui qu'ils n'y étaient il y a 5 ans. Un cerveau humain est à peu près 1000 fois plus puissant qu'un cerveau d'une souris. Donc ça vous donne une idée de la taille de cette croissance et qu'est-ce qui est possible maintenant qu'ils sont 5 fois plus grands. Quelque chose qui était intéressant par contre, c'est qu'une fois que ces modèles sont devenus tellement grands, il fallait aussi qu'ils soient entraînés sur bien plus de données. Donc dans le passé, on pouvait souvent seulement entraîner ces modèles d'apprentissage automatique sur des centaines de milliers ou des millions d'exemples des tâches qu'on voulait qu'ils fassent. Maintenant, avec ces énormes systèmes, il faut les entraîner sur 1000 milliards de données pour qu'ils puissent apprendre des connaissances utiles. Et donc ça, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est que pour pouvoir entraîner des systèmes à cette taille, il fallait leur donner bien plus de données textuelles pour qu'ils puissent comprendre ce qu'ils lisent. Et donc, on leur a donné essentiellement tout le web comme données pour pouvoir lire ce qu'il y avait sur l'Internet. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en lisant le web, le modèle a pu apprendre plein d'informations sur le monde. Donc, par exemple, en lisant un article de Wikipédia au sujet de l'EPFL, il pourrait apprendre, en lisant une phrase comme « l'École polytechnique fédérale de Lausanne » et une université de recherche publique en Lausanne, en Suisse, il pourrait apprendre que l'EPFL est situé en Suisse. Une deuxième chose que le système peut faire en lisant ces quantités de données sur le web, c'est qu'il peut apprendre et observer plein de tâches humaines qu'on fait naturellement partout sur le web. Donc par exemple, je suis sûr que plein de vous ont utilisé ce site web Quora à un moment ou un autre, ou Reddit, où des gens puissent poser des questions et qu'il y a des autres utilisateurs qui y répondent. L'IA va lire ces questions, il va lire les réponses qui suivent, et il va voir que souvent, quand quelqu'un pose une question, ce qu'il faut qu'il fasse, c'est qu'il doit y répondre. Et puis après, il va pouvoir apprendre ce comportement pour que la prochaine fois qu'on lui donne une question comme donnée d'entrée, il va continuer à générer une réponse à cette question. Et il va faire ça pour plein de tâches. Répondre à une question en est une, mais il va apprendre comment traduire une phrase, il va apprendre comment résumer les paragraphes. Et le résultat, c'est que l'IA va faire 2 choses en lisant le web. Il va mémoriser plein d'informations sur les connaissances humaines et il va apprendre les tâches que les humains accomplissent généralement à l'aide d'un texte. Maintenant, ce qui va se passer une fois que cette IA a lu des quantités de données sur le web considérables, c'est qu'il va être assez bon pour accomplir de nombreuses tâches de manière assez adéquate. Donc les systèmes qui ont précédé ChatGPT, ils s'appelaient GPT-3, ils étaient à peu près à la même taille, et ils étaient assez bons pour être présentés aux utilisateurs. Et ce que ça a fait, c'est que ça a laissé les compagnies qui avaient ces systèmes, ça leur a laissé collecter des milliers d'interactions avec des humains, en particulier avec des experts qui savaient et qui pouvaient démontrer à ces IA comment répondre à des questions de manière très précise et de bonne longueur et de manière pertinente. Et le résultat, c'est qu'avec ces interactions avec les experts,
l'IA a pu voir comment accomplir plein de tâches que les humains en général voudraient qu'ils puissent faire. Et en plus, ce qui se passe aussi, c'est que chacun de ces cas d'utilisation qui sont présentés par les experts sont modélisés comme une conversation avec l'IA. Quand on utilise ChatGPT, on lui parle très simplement, et c'est très simple, et on peut toujours interagir de la même façon. Ce qui est un gros changement de comment on interagissait avec l'IA il y a quelques années, où en fait, pour chaque tâche qu'on voulait que l'IA fasse, il fallait toujours un différent modèle qu'on utilise. Maintenant, ChatGPT, à cause de ses interactions avec les experts, a pu apprendre comment faire toutes ces tâches avec le même modèle. Et donc maintenant qu'on a ce système formidable, qui a lu tout le web, et donc a toutes ces informations, et qui a pu interagir avec des experts pour apprendre comment accomplir les tâches que les humains lui présenteraient, il peut faire plein de choses. Et je suis sûr que vous avez vu plein d'exemples de tout ce que ChatGPT peut faire. Je vais vous en montrer quelques-unes aujourd'hui, peut-être pour vous donner des idées de comment vous pourriez l'utiliser dans votre vie quotidienne. Mais un exemple que j'aime toujours, c'est que ChatGPT peut planifier mes vacances. Donc si je lui demande de me préparer un itinéraire de 2 jours, je ne prends pas beaucoup de vacances, pas en ce moment, pour un voyage à Paris, il peut m'organiser un itinéraire de 2 jours pour la matinée, l'après-midi, la soirée, et qui me donne quelques idées de ce que je pourrais faire. Si je suivais cette journée à Paris, ça serait assez standardisé. Je pense que c'est des choses où il y aurait plein de touristes un peu partout, mais ça serait quand même un trajet assez intéressant. Et la raison pour laquelle ce système peut faire des choses comme planifier nos vacances, c'est qu'il a appris plein de connaissances du monde en lisant de web. Donc il a une très bonne idée de qu'est-ce qu'on peut faire à Paris sur un week-end. Et ceci, c'est très intéressant du côté impact sur éducation, parce que ça montre que ce système peut apprendre plein de connaissances humaines en lisant de web. Et ça, c'est peut-être un risque si tout d'un coup, ce système peut faire plein de choses que nous, on évalue ici dans un domaine d'éducation. Et donc, une de mes collègues, Tania Kaiser, va discuter de ça bien plus dans la table ronde qui suivra. Mais ce qu'on a vu ici à l'EPFL, c'est que déjà, en fait, ces IA sont assez performants dans les évaluations que nous, on donne aux étudiants ici à l'EPFL. Sur notre examen d'apprentissage automatique, il arrive à 55%. Dans mon cours d'introduction au traitement de langage naturel, 53%. Dans un cours de système d'information, 58%. Et il n'est pas aussi bon que les étudiants, fort heureusement. Mais par contre, ce qu'on voit quand même quelques points forts. Par exemple, il a des très bonnes notes sur des questions qui demandent des restitutions des connaissances. Donc juste nous donner l'information qui pourrait être mémorisée au sujet du cours. Bien sûr, ce n'est pas la seule chose qu'on évalue ici à l'EPFL, et donc, heureusement, il a une très mauvaise capacité à appliquer ces concepts à des scénarios précis. Donc, par exemple, on ne demande pas aux étudiants souvent de nous redonner une formule mathématique. Par contre, on leur demande à l'appliquer dans une situation précise avec des chiffres très précis, et à cette tâche, ChatGPT est bien pire. Donc, ce qu'on voit, bien sûr, c'est que le système est assez bon quand tout ce qu'il doit faire, c'est reconstituer des connaissances humaines. Et en fait, on voit que c'est exactement où ce système est très fort, c'est qu'il est effectivement un encyclopédie sur demande. Et la raison pour ça, c'est que quand il lit une grande portion des informations qu'il y a sur le web, pour apprendre le langage, il va lire plein d'informations qu'il va pouvoir mémoriser. Donc, par exemple, si je lui demande de me donner les 10 derniers présidents de la Suisse, il peut me donner une liste qui est exacte sur qui étaient les 10 derniers présidents de la Suisse avant 2022. Et ce qui est important après, c'est que ces connaissances peuvent être déployées en cas de besoin pour chaque tâche qui lui est demandée par un humain. Et bien sûr, l'autre avantage de ce système, c'est qu'il peut être très personnalisé. Donc, ce n'est pas non seulement assez qui puisse trouver l'information qu'il nous faut. Un search engine peut faire ça aussi, comme Google. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'il peut personnaliser l'information qu'il nous donne de la façon dont on lui demande. Donc, par exemple, si je lui demande d'expliquer pourquoi le ciel est bleu à mon fils de 6 ans, j'ai pas de fils de 6 ans, je lui ai menti, c'est important de ne pas lui donner toutes les données. Il m'explique pourquoi le ciel est bleu d'une façon assez simple, avec 3 paragraphes et en utilisant des concepts qui sont plus accessibles à un enfant de 6 ans.
Par contre, si je lui demande de l'expliquer à un étudiant d'université, maintenant, vous voyez, il me donne une réponse bien plus longue, en 4 paragraphes, et il utilise une explication qui est à un niveau un peu plus élevé d'éducation pour le faire. Et donc ça, c'est les 2 gros avantages du système de ChatGPT. C'est que, il a mémorisé plein d'informations qui étaient trouvées sur le web et qu'il peut déployer, et aussi, puisqu'il a été entraîné avec des experts humains qui lui ont démontré comment présenter cette information aux humains, il peut être personnalisé dans la façon dont on lui demande pour ces informations après. Par contre, c'est bien sûr pas un système parfait, et je pense que c'est très important de montrer les domaines où il n'arrive pas à nos expectations, à ce quoi on attend de ces systèmes. Et le plus gros problème qu'on voit avec un système comme ChatGPT, mais en réalité avec tout système d'IA qui sont entraînés par apprentissage automatique, c'est qu'à la fin, ils ne comprennent rien du tout entre la différence entre vrai ou faux. C'est des systèmes probabilistiques qui apprennent comment faire des prédictions en termes de la probabilité que la prédiction soit correcte ou incorrecte. Et ça, c'est problématique, parce que ce qui se passera, c'est que ces modèles de langage inventeront les faits s'ils semblent plausibles. Et quand je dis plausible, je veux dire probable en termes de probabilité. Donc par exemple, si j'ai demandé à ChatGPT où je travaillais, avec cette question, un chercheur d'apprentissage automatique et de traitement de langage naturel, et il m'a dit qu'il n'a pas d'informations d'après septembre 2021, parce que c'est le moment où il a arrêté de lire le web et qu'il a commencé à interagir avec les humains. Et il dit qu'à ce moment-là, j'étais chercheur postdoctoral de recherche en intelligence artificielle à OpenAI, la compagnie qui a développé ChatGPT. Maintenant, je peux vous dire que je ne suis pas chercheur à OpenAI, et non seulement ça, mais je ne l'étais pas avant 2021 non plus. Donc à ce moment-ci, ce qu'on peut voir, c'est que cet IA a complètement inventé cette information sur mon emploi quand je lui ai demandé pour ce détail. Il n'a pas dit qu'il ne savait pas, il a donné un mensonge, en fait. Par contre, ce qui est important à noter, c'est que ce n'est pas un mensonge ridicule. C'est un mensonge qui est en fait assez logique pour un chercheur en intelligence artificielle et traitement de langage naturel qu'il ait travaillé à OpenAI à un moment ou un autre. Et c'est bien ça le problème, c'est qu'il va donner des réponses qui ont l'air probables, qui ont l'air comme s'ils pourraient être possibles, même s'ils sont complètement fausses. Parce que vrai ou faux, ce n'est pas la même chose que probable et improbable. Il y a une grosse différence entre la réalité et la probabilité. Et ça amène des autres questions. Si cette intelligence artificielle se focalise non sur ce qui est vrai ou faux, mais sur ce qui est plausible et implausible, ça amène la question de qu'est-ce qui semble plausible pour un IA qui lit le web. Et ça amène un autre problème, c'est que souvent ces modèles de langage sont bien plus confiants dans des déclarations qui sont similaires à du contenu qu'ils ont lu précédemment. Donc, s'ils ont vu quelque chose sur l'Internet, quand ils ont lu le web et quand ils se sont apprentis, ils vont penser que ce contenu est plus probable et donc plus plausible. Et ça, c'est un problème parce que souvent, quand on fait ces IA lire le web, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on leur donne des très grands ensembles de données que nous, on a collectionnées du web et on leur donne pour faire cet apprentissage. Mais le problème, c'est qu'à cette taille de données qu'on doit leur donner, c'est très difficile d'examiner exactement toutes les informations qu'on donne à ces systèmes pour qu'ils puissent apprendre. Et il y a cette phrase en anglais « garbage in, garbage out » qui se traduit à « poubelle à l'intérieur, poubelle à l'extérieur », qui dit que si les modèles sont formés avec des données qui ne sont pas de haute qualité, ils vont refléter ces mêmes qualités quand on leur demande de faire des tâches pour nous. Et souvent, bien sûr, l'Internet n'est pas nécessairement un endroit très sain. Et ce qu'on trouve, c'est qu'ils vont pouvoir nous donner ces mêmes informations quand on leur demande pour quelque chose de semblable plus tard, s'ils ont été entraînés sur des données contaminées. Et ici, il y a un exemple que je vous laisserai regarder plus tard, si vous voulez, qui explique ça d'une manière assez prononcée. Donc, quoi d'autre est-ce qui pourrait sembler plausible à part des mauvaises données ? Souvent, en fait, il y a aussi plein de choses qui ne sont pas des mauvaises données, qui ne sont pas créées par les pires aspects de l'humanité, mais qui, en fait, sont seulement des données qu'on ne voudrait pas que ces systèmes puissent utiliser pour s'entraîner. Donc, par exemple, il y a plein de choses qui se trouvent sur l'Internet qui sont, disons, des informations un peu personnelles, un peu sensitives. Par exemple, nos informations privées.
Il y a quelques années, il y a eu une étude qui a montré qu'en demandant à GPT-2, qui était un précurseur à ChatGPT, qu'en fait, si on lui donnait des données d'entrée très, très précises, il allait nous ressortir les adresses de quelqu'un en particulier. Donc on pouvait demander à ces systèmes de donner l'adresse de quelqu'un en particulier en lui donnant le bon préfixe pour qu'il puisse générer cette continuation. Quelque chose d'autre qui est souvent trouvé dans les bases de données qu'on les utilise pour entraîner, c'est du contenu protégé par le droit d'auteur. Donc par exemple, s'il y a des créatives dans cette pièce et vous mettez votre travail sur le web, c'est possible qu'un système qui est entraîné sur une grande partie de données sur le web pourrait trouver votre travail, être entraîné dessus et être capable de le reproduire si on lui demande quelque chose de semblable comme tâche. On trouve aussi plein de contenus toxiques, on trouve des stéréotypes et bien sûr, ce qu'on voit souvent, on trouve plein de désinformation. Souvent, c'est difficile de savoir ce qui est vrai ou faux sur le web. Souvent, on compte sur le fait qu'on peut avoir accès à des sources d'informations sur lesquelles on peut avoir confiance. Mais la réalité, c'est que partout d'autre sur le web, il y a souvent plein d'informations qui ne sont pas vérifiées et qui sont quand même mises en ligne. Si des systèmes sont entraînés sur ces données, ils vont apprendre que cette information est tout aussi vraie que des informations qui sont en réalité vraies. Et finalement, une dernière lacune avec ces systèmes, c'est qu'ils ont des préférences de langage. Donc ces modèles de langage sont très puissants, et souvent, à cette puissance, il faut des ressources assez élevées pour pouvoir les entraîner. Ça peut coûter des dizaines de millions de francs pour pouvoir entraîner un système de la taille du ChatGPT originel. Et donc souvent, ça veut dire que ça doit être fait dans des grosses entreprises et dans un nombre assez restreint de pays, en particulier les États-Unis et la Chine. Et ce qu'on trouve à la fin, c'est que ces modèles sont souvent plus performants lorsqu'ils interagissent dans des langues qui sont bien représentées dans les données utilisées pour entraîner le modèle. Bien sûr, si on est une entreprise qui est anglophone ou qui est chinoise, on va utiliser des données qui sont plus souvent en anglais ou en chinois pour pouvoir entraîner ces systèmes. Et ce qu'on trouve à la fin, c'est que souvent, ces systèmes sont plus performants dans les langues qui sont bien représentées. Donc, par exemple, ici, dans un exemple qui m'a été donné par mon collègue, Pierre Delambourg, qui a demandé à ce système quelle est la différence entre l'œuf d'une poule et l'œuf d'une vache. Ce que chaque humain sait, il y a une grosse différence. Il y en a un qui n'existe pas. Il nous donne une explication assez incorrecte, inexacte, sur cette différence entre les œufs des poules et les œufs des vaches. Par contre, quand on lui demande la même question en anglais, la première chose qu'on verra, c'est qu'il donne la même explication en anglais. Donc, il est en train de traduire. Par contre, à la fin, il ajoute que, à la fin, en fait, c'est bien plus rare de voir des œufs de vache dans le marché parce qu'ils ne pondent pas d'œufs. Donc, même s'il nous a donné la même explication fausse au départ, à la fin, il arrive à se corriger pour dire la bonne chose. Donc, à ce moment, il faut se demander pourquoi est-ce qu'il a pu faire ça en anglais et non en français. La réponse, c'est qu'il est bien plus optimisé pour faire ses interactions en anglais parce qu'il a été entraîné sur bien plus de données en anglais qu'en français. Donc, on a parlé d'où on était maintenant avec ChatGPT, ce que c'était, quels sont ses points forts, quelles sont ses lacunes. Maintenant, on sait où on en est aujourd'hui, et ce qui est important, c'est de regarder vers l'avenir. Comment est-ce qu'on va continuer à augmenter ces systèmes dans les années qui viendront ? Et la première chose qu'on va faire, bien sûr, et qu'on va voir qui va se passer, c'est que ces systèmes vont continuer à s'améliorer au cours d'interactions avec les humains. Donc, si vous vous souvenez, le deuxième ingrédient que je vous ai dit qui nous a permis de créer ChatGPT, et quand je dis nous a permis, je veux dire a permis à OpenAI de créer ChatGPT, c'est l'interaction avec des experts humains. Bien sûr, ChatGPT, après, a été lâché sur le monde. Ils ont donné ce démo gratuit que tout le monde pouvait utiliser et que tout le monde peut continuer à utiliser. Et toutes ces interactions avec vous, les utilisateurs, sont collectées par le système et bien sûr vont être utilisées pour l'améliorer en même temps. Et ce qu'on voit déjà, c'est qu'il y a des nouvelles versions de ChatGPT qui sont publiées tous les mois, tous les 2 mois, qui l'améliorent sur ses points faibles. Comme ça, c'est bien, il peut s'améliorer.
Et déjà, on voit que quelques exemples que je vous ai montrés dans cette présentation sont maintenant ont été fixés par ChatGPT. Une autre chose qui pourra se produire, c'est que ce système aura un accès direct au web. Donc jusqu'à maintenant, ce que vous voyez assez souvent, peut-être avec ChatGPT, c'est que si vous lui demandez des informations qui sont plus récentes que 2021, il vous répond que son entraînement s'est terminé en 2021 et qu'il est moins sûr de choses qui ont suivi. La raison pour ça, c'est que ChatGPT utilise toute l'information sur le web pour s'entraîner à comprendre et à avoir des connaissances du monde. Mais puis après, il n'a plus accès à ces informations. Il peut seulement utiliser les opérations de calcul qu'il s'est entraîné à avoir pour répondre à vos questions et aux tâches que vous lui donnez. Par contre, dans l'avenir, il y aura des systèmes qui pourront accéder au web pour pouvoir accéder à l'information en temps réel. Ils pourront interroger le web, faire défiler des résultats à la recherche et renvoyer le texte pertinent pour qu'ils puissent pouvoir accéder aux informations en temps réel et non avoir ce délai d'information du moment où son entraînement s'est terminé. Et on a déjà vu des systèmes comme des prototypes qui font déjà cette tâche et qui peuvent accéder au web quand ils font des tâches. Une autre chose qui commence déjà, c'est accès direct aux applications humaines. On verra que d'ici quelques années, ces systèmes pourront non seulement interagir avec des humains, mais interagir avec des applications comme Expedia, comme Kayak. Je vous donne un exemple où ils pouvaient planifier mes vacances. D'ici quelques années, non seulement il pourra me donner un plan, mais il pourra prendre les vols et prendre les hôtels, ce qui est souvent la partie la moins intéressante de planifier un voyage, pour pouvoir faire ça automatiquement. Et il y a déjà plein d'exemples de compagnies qui sont en train d'intégrer leur technologie avec le système ChatGPT de OpenAI. Et finalement, ce qu'on verra, c'est que ces systèmes pourront apprendre à partir de différents signaux à part le texte. Donc jusqu'à maintenant, ChatGPT et d'autres systèmes semblables ont vraiment seulement été entraînés sur des données de texte qu'on trouve sur le web, mais ils ne peuvent rien faire qui est non textuel. Donc ils ne peuvent pas comprendre les images, les vidéos, les diagrammes, les ondes vocales, qui donnent plein d'informations qui est utile pour un IA pour comprendre le monde. Par contre, d'ici quelques années, on verra bien plus de systèmes qui pourront intégrer ces différents signaux dans le même modèle pour pouvoir faire des tâches encore plus compliquées. Et on voit déjà des modèles comme Flamingo de Google DeepMind et même le GPT-4 qui est sorti en mars 2023, qui nous promettent déjà de pouvoir avoir ces capacités d'intégrer le texte et d'intégrer les images. Donc, je vais terminer ma présentation en vous donnant les principales conclusions que je pense qui sont les plus importantes à tenir d'aujourd'hui. La première, c'est qu'on a fait des avances considérables dans le domaine d'IA dans les dernières années. On a créé des systèmes qui sont bien plus grands, bien plus puissants qu'avant et qui maintenant sont assez bons pour être lâchés, pour avoir des interactions avec les humains et qui pourront s'améliorer au fur et à mesure de ces interactions. Et bien sûr, ce qui est super, c'est que maintenant, c'est très simple de les utiliser. Il suffit de leur parler, ce qui fait que ces interactions vont continuer à être produites parce que les humains voudront utiliser cette interaction. Par contre, il y a encore beaucoup de points faibles avec ces systèmes. Comprendre la vérité, apprendre les valeurs humaines, mémoriser des contenus protégés et pouvoir interagir dans des autres langues que l'anglais. Donc il y a encore beaucoup d'axes pour pouvoir les améliorer. Et ça veut dire qu'il y a quand même pas mal quand il y a beaucoup d'opportunités et encore plein de choses à améliorer, ça veut dire qu'il y aura beaucoup de gens qui vont s'élancer à corps perdu dans ces modèles de langage. Et ce qu'on voit déjà, c'est qu'il y a plein de compagnies qui sont en train de changer la façon dont ils sont en train de produire de l'IA pour utiliser ces systèmes. Et ça veut dire que d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, on verra encore plus d'amélioration, encore plus d'adoption et des bien meilleurs systèmes. Et il faut qu'on puisse, comme société, nous préparer pour cette éventualité. Et ceci est très important parce que, en fait, les prochaines années, je pense, seront très cruciales à pouvoir définir ces conditions d'amélioration et d'intégration avec la société. On en parlera plus pendant la table ronde, mais ce qui est vrai, c'est que pour le moment, ces systèmes ne sont pas encore assez fiables pour transformer la société. On a déjà vu quelques exemples aujourd'hui, mais c'est clair qu'il y a encore beaucoup d'améliorations qui doivent être faites. Par contre, une fois que ces améliorations sont faites, et que je pense seront faites,
il faudra qu'on soit prêt pour intégrer ces technologies dans le monde qu'on a aujourd'hui. Par exemple, ici, à l'EPFL, on voit déjà qu'il y a plein d'étudiants qui utilisent ces technologies de manière en fait très efficace et qui peuvent améliorer la façon dont eux, ils apprennent les informations qu'on les donne comme professeurs. Et en réponse, nous, comme éducateurs, nous devrons adapter notre manière d'enseigner pour pouvoir intégrer ces technologies aussi. Et c'est non seulement dans l'éducation, où ça c'est ma spécialisation, mais vraiment dans beaucoup d'activités quotidiennes, on verra que ces technologies pourraient changer le travail de tous les jours. Souvent, la peur avec ces technologies, c'est qu'il y aura beaucoup d'emplois qui seront complètement automatisés. Parce que ce que je pense qui est peut-être plus probable, c'est qu'il y aura des nombreuses tâches dans chacun de nos emplois qui pourraient l'être. Chaque emploi a plein de différentes tâches, beaucoup d'entre eux qui ne peuvent pas être complètement automatisés. Et donc il y aura toujours de la place pour la plupart de ces emplois. Mais ce qu'on fait dans chacun de ces emplois pourrait choisir. Et à ce moment-là, on aura une question importante à se poser. Parce que si on utilise tout ce temps gagné qu'on a reçu pour poursuivre des activités bien plus créatives, qui nous amènent bien plus de joie, ça pourrait être très intéressant et ça pourrait nous propulser vers un avenir bien plus positif et optimiste. Par contre, si on utilise tout ce temps gagné pour envoyer et bien sûr recevoir 10 fois plus d'emails, on sera bien plus misérable. Au moins, moi, je le serai. Donc, la réalité, c'est que ça sert vraiment à nous de décider ce qu'on va accepter de cette intégration avec l'IA dans nos journées de travail quotidiennes. Et je pense qu'il est important ici, c'est de trouver exactement quelle sorte de valeur on veut que ces systèmes reflètent. Parce qu'à la fin, quand on réfléchit à quoi ces systèmes vont être capables et comment ils vont nous augmenter la vie quotidienne, ça veut dire qu'on va interagir bien plus avec eux pour pouvoir faire toutes ces activités. Et on voit déjà, quand on interagit avec des systèmes comme des search engines, que ça peut vraiment avoir un impact assez prononcé sur comment on voit le monde. Et je pense qu'avec cette interaction avec l'IA, ça va être un effet qui sera encore plus prononcé. Donc bien sûr, il faut se demander quelles sortes de valeurs seront reflétées dans ces systèmes et qui nous seront données. Et bien sûr, les valeurs qui sont apprises par ces modèles, comme on a vu avec ces capacités pour certains langages par rapport aux autres, ce qu'on peut voir, c'est qu'ils seront souvent liés à leurs créateurs. Ceux qui créent ces modèles et qui les programment et qui créent les algorithmes d'apprentissage automatique seront ceux qui contrôleront les valeurs qui seront intégrées dans ces systèmes en même temps. Et donc, pour pouvoir étudier ces systèmes et les contrôler et les déployer de manière fiable et fidèle aux attentes de la société suisse, c'est très important qu'on puisse pouvoir les créer ici nous-mêmes. Parce qu'autrement, ça sera une façon de voir le monde très, disons, américaine ou chinoise ou d'un autre pays qui va être au centre de ce que ces systèmes feront et ce qu'ils nous proposeront dans notre journée de tous les jours. Merci. Merci beaucoup pour ces explications. Restez avec nous. Ah bon, parce d'accord. que ce que vous venez de faire là, c'est une provocation. Ça nous appelle plein de questions, n'est-ce pas? Et je pense que le public va en avoir beaucoup. Bon, restons alors. Oui, c'est passionnant. Je vais, pour continuer, donc quel avenir pour nous et quel avenir pour l'intelligence artificielle, c'est le thème de la table ronde. J'invite nos invités à nous rejoindre. Tania Kayser, vous venez nous rejoindre, s'il vous plaît. Vous êtes professeur à la faculté informatique et communication de l'EPFL. Jessica Delaire-Zuffray, venez nous rejoindre également. Vous êtes directrice exécutive du Centre des sciences de l'apprentissage. Oui, installez-vous. Sylvia Quarteroni, venez nous rejoindre également. Vous êtes responsable de l'unité innovation au Swiss Data Science Center. Yann Kerschgens, venez nous rejoindre, vous êtes directeur exécutif au Centre des systèmes intelligents de l'EPFL. Et Antoine, eh bien, restez avec nous parce qu'on a plein de... J'étais presque descendu quand même. Franchement, c'était passionnant. Mais moi, ça m'a inspiré juste une première question. Je voudrais avoir votre avis là-dessus. Je me pose une question quand j'écoute votre exposé. Je me dis, c'est incroyable. On dispose tous aujourd'hui, on peut tous le faire. On a un ordinateur, on va tous sur ChatGPT. Et puis, on va chercher des infos. Je suis étudiant, enfin malheureusement, je ne le suis plus, mais je serai étudiant. Allez, hop, on m'a donné un exposé à faire, une présentation à faire. Je vais sur ChatGPT.
je m'intéresse à autre chose, je fais des recherches ou je sais pas quoi, je vais sur ChatGPT. En fait, je vais sur un service qui a de grandes chances de m'offrir des mensonges. C'est ce qu'on voit quand même. Donc ça veut dire que le système n'est pas au point. Alors la question que je me pose, ça, vous nous avez expliqué pourquoi, on a bien compris les failles du système et tout, mais la question que je me pose quand même fondamentalement, c'est comment se fait-il qu'un système comme ça nous soit livré, comme ça, soit mis au public, soit déjà public? C'est comme si, dans le domaine de la recherche, on disait, bon, on n'est pas vraiment au point, mais on vous le met quand même, on le fait. Vous voyez, un peu, j'aimerais avoir je sais pas, vos débuts de réponse là-dessus. Tania, qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas, je trouve ça inquiétant quand même. Hein. Ça marche? Ça marche, oui. Oui, regardez. Ça marche. Vous m'écoutez? Oui. Alors, je pense qu'il y a deux réponses. Hein, comme on se met déjà au public, c'est une entreprise qui l'a mis au public. C'est pas la recherche qui l'a mis au public. Et ils l'ont mis au public aussi pour pouvoir collecter plus de données. Et c'est pas la recherche qui a dit l'utiliser tout pour l'éducation. Et je suis d'accord avec vous que pour l'éducation, au moment, ce qu'il est très dangereux est qu'il dit des choses très probables, mais pas très faux. Si c'est complètement faux, c'est pas de problème. Moi, je l'utilisais pour faire des retours, des exercices de mes étudiants. Et c'est très facile pour les sites étudiants. Quand c'est complètement faux, ils m'ont dit « Ah non, mais c'est pas le retour pour mon exercice. » Mais si c'est un peu faux, c'est un problème. Et comme ça, dans la recherche de l'apprentissage automatique pour l'éducation, on va plutôt dans une direction qu'on dit on utilise ces outils en collaboration avec un enseignant ou avec un être humain. Comme ça, c'est des outils, des assistants aux êtres humains qui font des tâches que les êtres humains ne sont pas bien à faire. Par exemple, analyser des données très, très grandes et détaillées. L'IA est très, très puissant, ça, mais interpréter des données ou réagir sur quelque chose, c'est les êtres humains qui sont très forts à ça. Et alors, on fait une combinaison, mais on ne fera jamais comme outil isolé. On ne pourrait pas faire ça. Il y a quelque chose qui est étonnant, que vous nous avez bien raconté, c'est qu'en fait, ChatGPT a lu tout le net. En gros, mais on sait très bien tous aussi que sur le net, il y a au moins autant de bêtises que, d'ailleurs, vous l'avez souligné. Donc on est tous même en train de... même plus, on sait très bien que les fake news sont beaucoup plus relayées que les vraies informations. Donc j'ai l'impression qu'on est dans une sorte d'inconscience collective où on est là en train de... Bon... Grand débat, il y aura d'autres questions. Je pense que, si je peux dire quelque chose, je pense que ça va seulement devenir de pire en pire. De pire en pire? De pire en pire, absolument. Parce que ce qu'on va voir, c'est que ces systèmes pourront créer des nouvelles aussi. On pourra utiliser ChatGPT pour écrire du texte, peut-être pour écrire un article, pour écrire un résumé. Ce texte, bien sûr, est créé pour après pouvoir être mis sur le net, comme un nouvel article. Et à ce moment-là, peut-être que ça se retrouve dans les prochaines bases de données pour le prochain modèle qui sera entraîné. Et même si on peut faire des systèmes de mitigation, ça sera difficile d'attraper chacun de ces données qui a été créé par un modèle dès le départ. Oui. Donc en fait, il y a un effet secondaire ici où ça va devenir de pire en pire parce que les mêmes données qui ont été créées par le modèle pourront être utilisées pour entraîner le modèle au prochain coup. Yann, vous vouliez réagir aussi? Oui, très volontiers. Je reprécise, Yann, que vous êtes directeur exécutif au Centre des systèmes intelligents de l'EPFL. Merci beaucoup. Donc, Yann Kashkens, directeur exécutif du Centre pour les systèmes intelligents à l'EPFL. Nous regroupons de la recherche en IA et de la robotique à l'EPFL. Il y a 85 labos qui sont associés. Ça équivaut à peu près à 650 chercheurs avancés. Peut-être juste pour rebondir sur ce qui était dit par Antoine, je crois qu'on est aussi à risque avec la prolifération de cette technologie qu'il y a d'autres systèmes. Donc actuellement, il y a quelques grands acteurs qui ont réussi à en faire, mais il peut y avoir d'autres acteurs, d'autres États, qui vont peut-être aussi créer ces systèmes avec des intentions autres que purement commerciales, comme certaines entreprises l'ont fait pour l'instant. Donc là, je pense qu'il y a peut-être un besoin aussi, comme nous, comme société, qu'on trouve comment accueillir ces technologies, comme on l'a fait avec d'autres technologies très, très importantes, comme le nucléaire, un cadre qui nous permet, donc, de manière sûre,
bénéficier sans mettre à risque, via les réseaux sociaux par exemple, certains aspects de notre société. Très bien. Bon, alors attention, quand même, il y a d'excellentes choses dans l'IA qui se font, et heureusement, il ne faut pas qu'à travers l'exemple de ChatGPT, on se dise tout ce qu'est intelligence artificielle, c'est pas bon, c'est pas fiable, etc. Et tout ça. On va en parler. Vous vouliez réagir, Jessica, peut-être à ce qu'on vient d'entendre? Très volontiers. Jessica Delars-Dufray, je gère le Centre pour les sciences de l'apprentissage à l'EPFL. Oui. Tout ce qu'on vient de dire m'indique qu'il y a beaucoup à faire au niveau de l'éducation. Et je pense que ça va être un peu le discours de ces prochaines minutes. Ouais. Et ça ne s'arrête pas à comment je peux bien utiliser ChatGPT pour qu'il me sorte ce que j'ai bien envie qu'il me sorte, mais qu'est-ce qu'il y a autour? Quel est l'environnement socio-technique derrière? Les intérêts des États, des entreprises, de la recherche, de la société. C'est ça. Tout ça, pour moi, fait partie de ce que l'éducation doit couvrir. Oui, parce que c'est ça qui est important, vous avez raison, on va en parler, c'est le rôle de l'intelligence artificielle dans l'apprentissage, dans l'enseignement, donc ça c'est fondamental. Après tout, si ChatGPT vous donne un plan de vacances à Paris, pas terrible, tant pis pour vous. Ouais. Mais est-ce que vous voulez réagir, Sylvia, également ? Oui, volontiers. Sylvia Quarteroni, je suis responsable de l'unité innovation du Swiss Data Science Center, qui est une collaboration entre l'EPFL et l'EPFZ sur la science des données. J'aimerais dire, effectivement, confirmer le fait qu'il est très important que toute la société soit correctement informée par rapport à l'intelligence artificielle et ses opportunités. En particulier, dans mon équipe, je m'occupe de collaboration industrielle. Il y a beaucoup d'opportunités d'information pour les décideurs au niveau commercial et non seulement, dans différentes entreprises, dans le privé bien sûr, mais aussi dans le secteur public et dans les organisations non gouvernementales. Je trouve que il y a des formidables opportunités qui ont été mises en valeur par ChatGPT. Bien sûr, à prendre avec les limitations connues, ou en tout cas qui méritent d'être de plus en plus connues. Mais tout ce qui a amené justement les modèles de langage et encore avant les techniques classiques d'intelligence artificielle rendent un énorme service à la société en Suisse, que ce soit d'un point de vue impact économique, que ce soit d'un point de vue capacité à répondre à des situations sanitaires, que ce soit d'un point de vue même humanitaire. Donc il faut vraiment aussi bien considérer quelles opportunités sont offertes par ces différentes innovations et quelle est l'accélération de cette opportunité qui nous est offerte maintenant. On ouvre la discussion, on va allumer la salle et c'est ouvert à vos questions nombreuses. Bonjour, c'est impressionnant de voir toutes ces têtes pensantes ici devant nous. On a l'impression d'avoir la crème de l'IA suisse. Une question, comment dire, peut-être un peu avec de l'imaginaire, en prenant comme référence deux ou trois films qu'on peut voir actuellement, quel que soit notre âge. Si je prends, et j'espère que certains d'entre vous l'ont déjà vu, Ex Machina. Actuellement, un chat GPT, ou plutôt un web GPT, serait-il ou pas capable de passer le test de Turing? Qu'est-ce qui manquerait pour ça? Et en imaginant qu'on intègre toute cette puissance de calcul, puis qu'on passe en Wi-Fi 6, enfin qu'on ait des bonnes connexions, qu'on puisse se connecter en permanence. Il y a déjà des bots qui sont utilisés dans des réceptions d'hôtels en Asie pour répondre aux gens. Qu'est-ce qui nous manque? Quelle est la distance? Est-ce que c'est encore vraiment de la science-fiction ou est-ce qu'on s'en approche très très vite? Parce qu'avec ce qui se passe avec ChatGPT, là, personnellement, j'ai été très impressionné, quoi. Qui va répondre, Antoine? Oui, vous nous rappelez le test de Turing en 2 mots? Je pense que c'est une très bonne question. Je pense que ça nous montre qu'un test comme le test de Turing, en fait, est un peu inadéquat pour pouvoir mesurer les capacités de l'IA. Parce que le test de Turing, à la fin, ça mesure si un IA peut nous confondre en interaction avec nous et si on pourrait savoir qu'on est en train d'interagir avec un IA. Et je pense qu'on est à un moment où, en fait, il y a plein d'IA qui pourraient passer un test de Turing. Si on ne sait pas qu'on est en train d'interagir avec ChatGPT et qu'on est en fait en train de, disons, parler avec quelqu'un de Galaxus parce que notre paquet n'est pas arrivé, on pourrait mettre ChatGPT comme l'interlocuteur de service avec qui on parle, pour qui, ça serait difficile, je pense, dans beaucoup des interactions qui sont très précises, de dire qu'en fait, on est en train d'interagir avec un humain par rapport à un IA.
Et donc ça amène une question importante de est-ce que l'IA devrait toujours s'annoncer? Est-ce que ça devrait être sûr qu'en fait, dans toute application où on est en train d'interagir avec l'IA, il y a une responsabilité à la compagnie, l'entreprise, la personne qui est en fait en train d'utiliser l'IA pour ce service, à annoncer qu'en fait que c'est une interaction avec un IA et non avec un autre humain. Parce que dans beaucoup d'applications, on verra qu'en fait l'IA dépasse déjà le Turing test et qu'on pourrait les introduire sans que la personne qui discute avec sache que ce soit un IA et non un humain avec qui il parle. Par contre, du côté Ex Machina, donc vous avez parlé, un très bon film, je l'aime beaucoup. Je pense qu'il y a quand même une grosse différence entre les sortes d'IA qu'on a aujourd'hui. Pour le moment, on a seulement des IA qui sont, disons, déployées sur des téléphones, sur des ordinateurs. Le jour où, par exemple, la robotique sera au niveau où les IA pourront contrôler et manipuler, disons, des bras automatiques, est encore très loin. C'est en fait ce qu'on a vu avec ces IA, ce qui est assez intéressant. C'est qu'on a pensé pour un long moment que ça serait des activités plus blue collar, comme on dirait, qui seraient automatisées. Des supply chains, disons, des entreprises, des usines. En fait, ce qu'on voit, c'est que c'est plutôt des travaux, des tâches dans des domaines plus créatifs qui sont plus à risque des IA comme ChatGPT, parce que souvent, il y a besoin de moins de précision pour compléter la tâche et plus de créatif que ChatGPT peut essayer de simuler. Et donc, je pense qu'on est en fait assez loin de ce cas où on aura une interaction complète et qui est embodied, et non seulement sur un ordinateur ou un téléphone. Monsieur. Merci à tous les participants, Monsieur Malfait. Donc j'ai une question qui, surtout pour la jeunesse derrière nous. Il y a un choc qui arrive et qui est le métaverse et cette IA. Est-ce qu'on n'a pas un risque de créer des sociétés totalement artificielles, complètement, on va dire, manipulées, où sera l'esprit critique de nos jeunes par rapport à ça? Et je pense principalement à Metaverse et à Facebook. On ne contrôle déjà pas Facebook avec les social médias. Que va-t-il se passer? Quel est votre point de vue? Allez-y. Oui, donnez votre point de vue. Je pense que c'est plutôt une question pour les experts en éducation, mais tout passe par une sensibilisation à qu'est-ce que le métavers, qu'est-ce qu'on peut faire avec, et aussi effectivement au fait que les adultes devraient rentrer en matière également et pas juste déléguer aux enfants le problème de s'intéresser ou pas à une technologie et de devenir beaucoup plus efficace par rapport à une technologie. Maintenant, probablement que quand Internet est arrivé, on s'est posé un petit peu les mêmes questions. Les adultes se méfiaient du fait que leurs enfants puissent sans contrôle accéder à différentes pages web que l'adulte ne pouvait pas trop lire et qu'ils se perdent quelque part dans ce monde très très vaste et en expansion. Donc je pense que la réponse principale, ce sont les valeurs qui sont transmises par non seulement l'éducation mais les familles. Mais que, par contre, vu l'accélération de ces nouvelles technologies, l'éducation doit rentrer en matière et doit donner un coup de main en famille, si je puis. Oui, mais peut-être aussi, pour compléter ça, c'est bien que tu as pris l'Internet. Déjà sur l'Internet, je peux trouver des informations complètement fausses maintenant. Alors, avec GPT, ça va encore être plus fort, que je peux recevoir des réponses fausses. Et comme ça, c'est que Jessica dit qu'on a encore plus dans l'éducation. Il faut éduquer nos enfants à être critiques, avoir critical thinking. Si je vois une information, est-ce que c'est vrai ou c'est faux, ou comment je peux vérifier si les informations et les données que je reçois sont faux ou vraies. Et c'est comme on a dit avant, je pense qu'Antoine a dit ça. C'est notre responsabilité comme société de décider c'est où la limite. Parce que c'est le GPT et l'IA, ce sont des outils. Et nous, comme société, on décide comment on peut les utiliser. C'est aussi une décision où on limite et où on stoppe. Donc il faut éduquer. D'abord, vous dites qu'il faut éduquer. Mais il y a quelque chose quand même qui me paraît étrange. J'ai l'impression qu'on oublie l'essentiel. Quand quelqu'un vous dit quelque chose, si vous me dites par exemple que la Terre est plate, je ne vais pas me lancer dans une discussion avec vous pour vous convaincre du contraire. Je vais vous demander vos sources.
Je veux dire, ça vient d'où cette info? Qui vous l'a donnée? Il y a un consensus scientifique ou pas dessus? Je vais me renseigner. Pourquoi sur des logiciels comme ChatGPT, on ne peut pas avoir la source? C'est une bonne question et c'est une question de comment l'IA a été dessinée au départ. C'est qu'au départ, c'était, comme je vous ai dit, c'était des systèmes qui devaient apprendre comment prédire le prochain mot d'une séquence de mots qui était donnée. Et ce qu'on a vu, c'est qu'en fait, on a pu pousser ce même système très loin en juste lui donnant plus de puissance de calcul. Et maintenant, on est arrivé à un moment où tout d'un coup, il peut créer des informations, créer des nouvelles, et disons qu'il a dépassé ce que ses créateurs pensaient qu'il pourrait faire. Et bien sûr, maintenant... C'est incroyable. C'est incroyable. Et donc maintenant, bien sûr, ils sont en train d'essayer de réparer ça et de pouvoir lui donner accès, à pouvoir donner les informations d'où il a appris ça. Mais bien sûr, le système est déjà assez puissant. Je pense que vous avez fait un très bon point avant que... Pourquoi est-ce qu'on laisse un système qui peut faire des mensonges interagir avec nous? La réponse, c'est qu'il dit des mensonges des fois, mais à la fin, en fait, il dit des choses qui sont exactes assez souvent aussi. Plus souvent, même. Enfin, il y a quand même un gros risque, plus souvent. Oui, ça dépend un peu de où on décide et la limite entre assez souvent et non souvent. Et je pense que ça revient à ce que Tania a dit, c'est qu'il faut décider où est cette limite pour la société, parce que les entreprises et les créateurs de ces systèmes vont probablement la mettre un peu plus bas qu'on voudrait. Plein de questions, plein de questions. Alors, on va essayer d'accélérer. Jeune homme, monsieur. Je voulais poser la question, qui est plus intelligent entre l'homme et ChatGPT? Alors, bonne question. L'homme. Merci. Ça va arriver. Non, attendez, on répond au jeune homme d'abord, et puis je vous passe le micro. Voilà, juste après. Alors, qui est le plus intelligent? Vous avez déjà répondu? Oui, je dis l'homme. C'est une très bonne question. Et je pense que pour y répondre, il faut distinguer un peu qu'est-ce que c'est l'intelligence. Donc, du niveau de connaissance, je dirais qu'en fait, ChatGPT, après avoir lu tout le web, a probablement plus de connaissances que tout humain sur la planète. Juste parce qu'il y a plus de capacité pour de la mémoire que la plupart des humains, et il a vu bien plus d'informations. Par contre, après, pouvoir utiliser cette information, déployer cette information, apprendre à faire des tâches qu'on ne lui démontre pas exactement comment faire, il n'a pas encore ces capacités, tandis qu'un humain moyen peut les faire facilement. Peut-être on pourrait aussi dire l'intelligence, c'est comment tu apprends, comment rapide tu es à apprendre. Si tu as un bébé enfant, je sais pas, de 2 ans, on dit « Ah, ça, c'est un chat ». Puis, oui, ça, c'est un chat. Et je sais pas, j'ai des enfants, après 2 fois comme ça, mon enfant se dit « chat ». Oui, il a vu 2 exemples et il sait que c'est un chat. GPT, il a lu tout l'Internet. Il a vu des millions d'exemples et maintenant, il sait que c'est un chat. C'est une grande différence. Le cerveau humain, il faut, je sais pas, 2 ou 3 exemples et puis on généralise, on fait des abstractions. Et l'IA, il faut des millions d'exemples pour apprendre des choses qui sont très faciles pour les hommes. Il faut que tu viennes faire tes études à l'EPFL, toi, à l'esprit critique. Une question, monsieur? Oui. Alors, bon, j'aurais des tas de questions. Je suis totalement novice, je vous précise tout de suite. J'aurais des tas de questions à poser par rapport à tout ce sujet intéressant, passionnant, mais ça mènerait trop loin. Je veux poser une question toute simple, une question bête, comme on dit toujours. Avec l'inflation de la digitalisation, avec ce monde qui devient de plus en plus rempli de données, où est-ce que concrètement ça va s'arrêter? Il y a une exponentialisation des données. Quand est-ce que matériellement on va atteindre la fin, tant au point de vue énergétique qu'au point de vue de ce qu'on peut stocker concrètement? Est-ce que vous avez le début d'une réponse? Question simple, la réponse sans doute moins, non? Ça s'accélère en tout cas. Où est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce que ça ne dépend pas en partie, je vous laisse répondre, mais de la puissance des machines aussi? Allez-y, répondez. Merci beaucoup pour la question. Je pense que c'est certainement la question de ressources limitées. Et on sait tous que les centres de calcul consomment déjà beaucoup d'énergie.
On sait aussi que l'entraînement de ces modèles, ça prend beaucoup d'énergie. Je crois que c'est notre président qui a dit à nos chercheurs think twice, compute once. Donc avant de lancer des calculs, de penser 2 fois, est-ce que ça vaut la peine? Une simple recherche Google équivaut, je crois, à 5 minutes d'une ampoule à 60 watts à l'ancienne. Donc il y a la recherche qui se fait bien entendu pour des centres de calcul plus efficaces. Il y a des expositions là-dessus aussi sur le campus aujourd'hui, si vous le regardez. Donc on peut améliorer bien sûr l'efficacité et comment on utilise les processeurs et le design des processeurs. Mais après, toute question, c'est quoi la limite? Est-ce que c'est le stockage? Est-ce que c'est la bande passante? Donc, je ne sais pas, Antoine, si toi tu veux partager plus. Je dirais que d'une question des limites techniques, on n'y en est pas encore. Je pense que, en fait, souvent, la réalité des dernières 40 ans, c'est qu'on peut doubler la puissance de calcul tous les 18 mois. Et donc, on arrive à faire des systèmes bien plus puissants, on peut processer bien plus de données. Et du moment que ça continue, disons que ça sera difficile de dire arrêter, parce qu'il y a encore plein d'informations qu'on peut extracter de ces données pour créer des applications qui sont utiles pour la société. Donc pour le moment, je pense que ça va continuer avec une courbe de croissance plutôt qu'une courbe qui croise un peu moins. Peut-être au-delà de la question des limites techniques et des solutions techniques à ces limites, je pense que votre question relève aussi le besoin, justement, quand on parlait de l'éducation, d'aller au-delà de qu'est-ce que c'est l'outil, comment il fonctionne, mais aussi quelle implication. Ça, c'est quelque chose qu'on maîtrise un peu. La science informatique est entrée dans le curriculum du gymnase, elle entre aussi dans les niveaux inférieurs. Et là-dedans, on a développé des modalités pour amener aussi des questions socioculturelles dans la réflexion. Et la responsabilité qu'on a vis-à-vis de ce genre d'outils, en les utilisant ou en les créant, parce qu'ici, on est aussi dans une école où on forme les ingénieurs qui forment ces systèmes après. Donc, la question de la responsabilité inclut, par exemple, qu'est-ce que ça crée comme impact sur l'environnement. Et demander à ChatGPT qu'est-ce que je vais faire comme repas ce soir parce que j'ai encore X et Y dans mon frigo, employer 5 milliards, tu disais Antoine, 5 milliards de paramètres qui sont calculés juste pour que je bouffe quelque chose ce soir, vous voyez, c'est peut-être pas le bon moyen. Donc, éduquer à une utilisation responsable et informée, de ne pas confondre, c'est à peu près la même chose que d'ouvrir mon cahier de recettes ou de demander à Google. Non, c'est pas la même chose. Juste pour ajouter à ça, par contre, oui. En effet, 5 milliards d'opérations de calcul, c'est pas très efficace du côté énergétique. Par contre, aller au magasin pour acheter plein de choses, parce que quand on aurait pu utiliser ce qu'on avait déjà dans le frigo avec l'aide d'IA, c'est encore moins énergétique. Il faut toujours baser ça sur un spectrum, un continuum de quelle est l'alternative à utiliser l'IA. Et dans ces cas, il y a des utilisations très positives et qui peuvent en fait nous aider à créer des applications et à faire des tâches d'une façon plus énergétique en même temps. Donc il faut toujours avoir les deux côtés de ces histoires. Oui, c'est vrai qu'on a peut-être une petite tendance à travers l'exemple de ChatGPT à montrer une image plutôt négative de l'intelligence artificielle, j'en parlais tout à l'heure, mais enfin il y a des applications absolument géniales de l'intelligence artificielle, on l'a vu aussi, je crois qu'on en a parlé, on l'a montré pendant ces journées portes ouvertes, c'est aussi la médecine par exemple, ça ne veut pas dire que ça élimine le radiologue, si on prend que ça, mais le radiologue a une machine qui l'aide à poser un meilleur diagnostic ou à éviter de passer à côté d'un mauvais diagnostic. Donc il y a plein de choses qui sont extraordinaires quand même avec l'intelligence artificielle. Monsieur, une question? Oui, au-delà de ChatGPT, je voulais revenir sur OpenAI qui, à l'origine, en 2015, a été fondé pour faire de la recherche et était un non-profit. En 2019, ils ont changé, ils sont passés pour profit. Et aujourd'hui, comme le monsieur nous a expliqué, ils sont en train de fermer l'accès à ce qu'ils font. Donc ma question, est-ce qu'on n'est pas naïf en tant qu'Européens? Et une fois de plus, est-ce qu'on n'est pas en train de rater une vague, comme on l'a fait pour le web, au niveau de l'AI, en ne construisant pas notre propre AI européen, parce qu'il y a des dimensions géopolitiques derrière, et etc. Et que c'est les Américains qui, sous le prétexte de la recherche en 2015, à un moment passent dans une entité publique et lâchent ChatGPT, qui fait 100 millions d'utilisateurs en 4 mois.
Et on a accès à des gens partout dans le monde. Et on peut commencer à comprendre et plus tard peut-être manipuler. Qui veut réagir? Oui, allez-y. Je pense que c'est une question très pertinente. Et Yann. je pense qu'on y est là maintenant. Donc, comme société, il faut qu'on décide, comme société en pluriel en Europe, peut-être, pour avoir un bloc suffisamment large pour un contrepoids, comment on veut réagir à cette menace, opportunité, changement, aussi pour la recherche. Donc, est-ce que le modèle open source, moi je suis convaincu, c'est la bonne approche, parce que ça permet justement la transparence, comprendre ce qui se passe, et aussi d'après trouver avec les autres acteurs, peut-être dans le législatif, comment on peut cadrer ces outils, pour pouvoir les utiliser pour un effet positif pour la société, comme on l'a fait avec plein d'autres technologies. Donc, ma réponse courte sera oui, je pense qu'on devrait se mieux fédérer en Europe pour trouver une solution peut-être créée, comme c'était aussi anticipé sur le slide d'Antoine, un système plus européen, plus proche de nos valeurs, plus proche de nos langues aussi, parce qu'on a beaucoup de langues en Europe, que des systèmes qui sont actuellement disponibles par les acteurs privés qui ont un but commercial. Sylvia, vous vouliez ajouter? J'aimerais juste ajouter le fait que l'Europe a le grand avantage par rapport à bien d'autres pays d'un pluralisme culturel très important, l'histoire de l'esprit critique essentiellement, qui est né en Europe. Ce qui parfois a tendance à, disons, avoir un impact négatif sur la partie juridique et législative qui met les freins justement à la technologie, comme Antoine le soulignait avant. Donc je pense que la grande opportunité de l'Europe aujourd'hui, c'est de positionner de manière agile par rapport à cette innovation technologique et de ne pas laisser traîner certaines prises de décision et de les périmétrer de manière très efficace, de manière à ce qu'elles aient un vrai impact. Parce qu'aujourd'hui, souvent, on retrouve des lois qui s'appliquent à la technologie, qui sont extrêmement vagues et qui parfois semblent trahir un manque de connaissances approfondies de la technologie. Donc, je pense que si l'Europe veut garder cette liberté d'esprit et pousser l'open source d'un point de vue technologique, elle doit aussi se doter de mécanismes de législation et de prise de décision qui soient agiles, nonobstant les nombreuses sensibilités, les nombreux pays qui ont tous leur système de valeurs légèrement différents. Oui, allez-y. Oui, je pense que si j'aurais dû concevoir mes propres pensées sur ce sujet comme question, ça aurait été exactement comme vous l'avez dit. La réalité, c'est que ces technologies deviennent de plus en plus populaires. Une des raisons pourquoi on parle beaucoup des aspects négatifs, c'est parce que l'aspect positif est clair. Tout le monde ici qui l'utilise voit un peu pour quelle tâche il pourrait l'utiliser. Dans votre cas, vous avez même dit 100 millions d'utilisateurs en 4 mois. C'est clair quels sont les avantages de ces technologies. Et donc, c'est pour cette raison que nous parlons un peu plus de désavantages. Mais à la fin, c'est très important que nous puissions avoir accès à ces technologies pour les étudier, pour faire la recherche dessus, pour avoir de la compréhension du côté fiabilité, du côté des mensonges, du côté ce qu'ils nous disent, et pour pouvoir étudier ça de près, pour pouvoir dire au gouvernement, à la société, qu'est-ce qui est acceptable du côté de ces technologies. Et donc je pense que c'était vraiment un pas en arrière, question transparence, que OpenAI ait décidé de fermer l'accès à ces technologies et de non expliquer les nouvelles systèmes qu'ils allaient déployer. Très bien. Monsieur, une question. Bonjour. Quel sera le rôle des moteurs de recherche tels que Google et autres par rapport à cette évolution? Est-ce que ce sera utilisé par ChatGPT ou bien est-ce que ils vont perdre leur part de marché parce que les gens vont aller dans ces nouvelles applications? Ça, c'est une question difficile. Je ne suis pas businessman, mais ce que je dirais, c'est que ces compagnies sont bien sûr très nimble. Et donc, ils vont souvent trouver la façon pour reproduire ces technologies ou créer des nouvelles in-house pour pouvoir arriver et se rattraper dans cet aspect. Donc, je pense que, disons que les mêmes grosses entreprises qui ont été des joueurs centraux dans les dernières 10 années sur côté web vont aussi se rattraper dans ces questions d'IA. Peut-être que ça prendra 1 an, peut-être que ça en prendra 2, mais ce qu'on voit, c'est qu'ils vont se rattraper. Et ça amène une question intéressante aussi, c'est quel sera le niveau qu'ils seront dépêchés pour se rattraper aussi. On a vu ça avec Google il y a quelques mois, où ils sont dépêchés pour faire une démonstration semblable à ChatGPT en 2 mois avec Bard.
Et après, à la démonstration, ils disent qu'il y a eu des problèmes. Et le prix de bourse est tombé de 10%. Mais ça ne sera pas seulement eux. Je n'ai pas envie de mettre ça sur eux. Mais disons qu'il y aura cette pression pour se dépêcher à développer ces technologies, pour s'améliorer, pour s'avancer. Et c'est important que nous, comme chercheurs, on puisse étudier exactement quels seront les effets des systèmes qui sont produits. Et donc, ça en fait, la responsabilité des domaines de recherche, des domaines universitaires, c'est de pouvoir dire quels exactement sont ces effets qui vont être produits par les nouveaux systèmes dans cette course. Très bien. Il y a beaucoup de questions. On prend juste 3 dernières questions, si ça ne vous ennuie pas, parce qu'on va devoir conclure. Jeune homme, vous avez le micro. Est-ce que l'intelligence artificielle pourra, par exemple, il n'y aura plus de docteurs, mais l'intelligence artificielle fera les opérations tout seul, que l'intelligence artificielle remplace des métiers? Excellente question, alors. C'est une question excellente et je pense que la réponse est non. Et ce n'est pas seulement non du niveau technique, c'est aussi une question de responsabilité. Un des problèmes avec l'IA, c'est que c'est trop facile de se nettoyer les mains et dire que puisque l'IA a fait cette prédiction ou l'IA a dit ça, on l'a fait et c'est la faute de l'IA. Et le problème, c'est que quand c'est la faute de l'IA, il n'y a personne qui est vraiment à faute parce que c'est un système. Et donc c'est très important qu'il y ait toujours un humain qui soit derrière l'IA, qui à la fin est responsable pour la décision que l'IA a prise. Et dans le domaine médical, comme vous l'avez dit, je pense que c'est important de plus grande manière, parce que là, ça a des décisions qui peuvent être très substantielles sur la qualité de vie des gens. Et c'est très important qu'on puisse dire que la décision n'a pas été prise par l'IA, la décision a été prise par ce docteur qui a regardé les informations que l'IA lui a données, mais qui à la fin a décidé lui-même que c'était le bon traitement ou la bonne décision à prendre dans ce domaine. Et donc ça, c'est une question importante au sujet d'IA, c'est que, et je suis content que vous l'avez remarqué pour pouvoir nous donner l'opportunité de le dire, c'est qu'il faut toujours un humain derrière, en particulier pour des applications importantes et qui ont des effets sur l'humanité, sur les individus, qu'il y ait quelqu'un derrière qui soit responsable pour la décision qui est prise. Vous vouliez ajouter quelque chose? Je voulais juste ajouter, pas pour les docteurs, mais on ne pourrait pas dire que l'IA ou la technologie ne va pas remplacer un métier professionnel. Il y a des métiers professionnels qui pourraient être remplacés par la technologie et c'est pour ça qu'on doit aussi voir comment on éduque nos enfants, nos jeunes, aussi pour les formations professionnelles, pour que les compétences qu'eux, ils ont, ne peuvent pas être remplacées par l'IA. C'est bon la réponse? Je crois qu'il y a une question. Monsieur. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose que pour les étudiants, par exemple au gymnase, on puisse avoir accès à l'intelligence artificielle? Parce que si on doit faire un exposé, par exemple, avant on allait chercher l'information, on peut la comprendre, ensuite on écrit quelque chose et on peut mieux expliquer. Mais maintenant, si on demande à ChatGPT, il va nous donner l'information sous forme de texte, on peut copier, apprendre par cœur, dire... Enfin, dans l'apprentissage, finalement, on n'a plus vraiment besoin d'apprendre une langue ou des informations. Oui. Alors, merci beaucoup pour la question. Et j'ai envie de revenir à d'autres outils, parce que la question ne se pose pas seulement avec ChatGPT. Il y a quelques années, il y avait des technologies qui permettaient de marquer les parties importantes d'un texte. Donc, on faisait le résumé tout seul. Et une excitation autour de ça, c'est chouette. Mais en même temps, comme vous avez dit, aller lire un texte, même s'il est un peu compliqué, il faut s'accrocher, il faut parfois chercher peut-être ailleurs pour comprendre une phrase. Ça fait qu'on a appris, qu'on a traité de manière profonde ce thème, et à l'examen, on peut... voilà. Donc, c'est pas remplacer la tâche qui est cognitivement utile pour apprendre, c'est pas le but. Après, il se peut que 3 fois qu'on a exercé quelque chose, au bout d'un moment, on se dit, OK, ça, je maîtrise, je prends le calcul. Vous avez pris à l'école primaire les opérations de base en maths, vous avez dû les exercer sur je ne sais pas combien de fiches, mais une fois, au bout d'un moment, c'était bon, et les calculs plus compliqués, on utilise maintenant des outils faits pour. Et je vois ça un peu de cette même manière. Il y a des compétences de base qu'on va devoir maîtriser, et
une fois qu'on a accès à des niveaux plus complexes, où on veut être créatif, où on veut résoudre des problèmes avec, où on veut appliquer ses connaissances là, et on va au-delà de cet outil. Ouais. Oui, peut-être aussi pour ajouter à ça, c'est si on dit alors GPT peut faire ça, ça veut dire que les étudiants ne doivent pas être capables de faire ça aux limites. Ça voulait dire que dans 2 ou 3 générations, GPT pourrait faire plus de choses que nos étudiants. Voilà. Oui, c'est comme elle dit, on a des compétences de base. Mon enfant, il fait des calculs. Même, il a une calculatrice, mais c'est des compétences de base. Alors, si on veut avoir l'IA pour utile, on doit faire sûr que nous, on est plus puissant que l'IA. Et si on dit, ah non, moi, je ne dois pas en prendre une langue, je ne dois pas faire des calculations parce que GPT peut faire tout ça, pour moi, on perd tout l'avantage qu'on a. Ouais, il y a un avantage, et puis il y a quelque chose dont on ne parle pas souvent, mais c'est un plaisir aussi d'avoir de la connaissance, c'est un plaisir de comprendre les choses. C'est quand même un bonheur, mais on comprend très bien que des étudiants, à un moment donné, surtout dans les matières qu'on n'affectionne pas trop, on se dit, bon, pourquoi finalement je vais apprendre ça, puisque la machine va très bien répondre à ma place. Pourquoi finalement j'apprendrai le chinois, puisque mon application sur mon téléphone me permet de dialoguer avec une personne qui parle le chinois. Donc pourquoi je me fatiguerais? On a la petite tendance aussi à ne pas être toujours très courageux. C'est une super question. Merci beaucoup et merci pour la réflexion pour le chinois. Je pense qu'en Suisse, on a plusieurs langues. On sait tous que ça fait d'autres choses à notre cerveau d'apprendre une langue étrangère. Donc je ne suis pas tout à fait d'accord que ça ne sert à rien d'apprendre une langue étrangère comme c'était dit. Oui. Donc aussi, je rejoins beaucoup mes collègues. Donc c'est apprendre d'apprendre pour rester agile dans sa tête toute sa vie, pour qu'il y ait une nouvelle technologie comme maintenant l'IA qui apparaît via le chat GTP, pour pouvoir l'accueillir dans sa vie professionnelle, privée, il faut avoir appris à apprendre. Donc d'avoir un esprit critique, on en a pensé, de ne pas tout forcément croire ce qu'on voit sur l'écran, de se questionner ce qui est sorti par un système. Je pense que c'est des compétences de base qui sortent d'une chose qui, dans le moment où on apprend quelque chose peut-être un peu ennuyeux, ne sont pas évidents, mais ça devient évident après quelques années. Effectivement, j'ai appris d'autres choses que le fait que j'ai appris à l'époque. D'où la nécessité peut-être de donner encore plus de sens au pourquoi on apprend des choses. Peut-être. Oui, et aussi l'aspect social que vous avez dit, je ne dois pas apprendre le chinois. Oui, ou peut-être si je fais des vacances en Chine, oui, je peux utiliser ça. Mais moi, maintenant je suis là, je suis suisse allemande, je parle avec vous, j'y savais ça. Et non, ben c'est limité. Tout ça, c'était un peu... notre interaction, c'était un peu... On est bien d'accord. Bizarre. Ouais, pour créer des relations humaines, c'est important de connaître la culture de l'autre et la langue de l'autre, bien évidemment. Oh là, mais on a plein de questions. Allez, 2 questions. Allez-y. Et je vous donne le micro aussi. Et... non, on va s'arrêter. Arrêtez de lever la main. Bonjour. Alors déjà, j'ai l'impression qu'en ce moment, dans le monde de l'IA, du big data, j'ai un peu l'impression qu'on est un peu en train d'abandonner le concept d'intelligence, enfin vraiment le cœur même de l'intelligence humaine, et qu'on devrait déjà redéfinir le concept d'intelligence artificielle. Et je me demande si dans le monde de l'IA, est-ce que c'est un problème? Est-ce qu'on voit ça comme un problème? Le fait que, par exemple, GPT, il n'ait pas le concept de vérité, qu'il l'apprenne de manière assez naïve, c'est-à-dire qu'il l'ingurgite énormément. Et je m'en demande aussi si on fait ça par confort, parce qu'on a énormément de données, des milliards de données. On peut le faire parce que on peut consommer énormément, parce que les États, les législations, elles sont très permissives là-dessus. Et je me demande, est-ce que c'est vu comme un problème véritablement, et est-ce que on va tendre à avoir des IA plus performantes sur tout ce qui est la vérité, la vraie intelligence, quoi. C'est une question très difficile, mais je pense qu'une réponse possible, c'est que malgré son nom, le but de l'intelligence artificielle, de la communauté qui implémente des algorithmes d'intelligence artificielle, n'est pas de redéfinir le concept d'intelligence humaine. C'est de créer des outils grâce aux données, typiquement, qui supportent une prise de décision tout à fait humaine. Donc ça reste là.
effectivement, on se pose peut-être peu la question de est-ce qu'on est en train de venir maîtriser le concept de vrai et faux, de le rentrer dans un ordinateur. Bien sûr, on a historiquement, même dans les années 80-90, on a défini des systèmes qui étaient basés sur des beliefs, desires and intentions, donc des croyances, des désirs et des intentions. Mais ce sont des abstractions purement informatiques pour arriver à un but qui est une application qui nous rend service. Et je pense qu'on est toujours dans cette optique-là quand on fait de l'intelligence artificielle. Donc, combien de termes qui ont été créés dans les années 50 et autres, probablement que le terme aussi intelligence artificielle est un petit peu victime de son succès et peut-être n'est même pas très aligné avec la pratique de l'intelligence artificielle d'aujourd'hui. Je ne sais pas si d'autres ont des points de vue. Une dernière question, la dernière des dernières. Oui, ok. Alors du coup, on parle souvent de réseau neuronal. On vous entend pas? Ah ouais. Ça y est. Ok, d'accord, c'est bon. Ça marche. Du coup, ouais, on parle souvent donc de réseau neuronal, etc. Quand on parle d'intelligence artificielle, et on est bien d'accord que du coup, c'est quand même pas mal éloigné de ce qu'on a actuellement chez les êtres humains. Et du coup, ma question, ça serait, est-ce que peut-être le ChatGPT 2.0, celui du futur, ça sera quelque chose qui sera inspiré de ce fonctionnement humain? Parce que, enfin, je veux dire, genre là, pour l'instant, ce que c'est ChatGPT, c'est genre du brute force, mais à grande échelle, quoi. Genre 5 milliards de neurones, voilà. Donc, ouais. Question technique. Oui, c'est une très bonne question, et ça revient aussi à la question précédente, si l'intelligence humaine a été abandonnée dans le développement de ces systèmes d'IA. Et je pense que ça n'a pas été complètement abandonné, et qu'en fait, il y a plein de recherches, même ici à l'EPFL, qui essaient d'étudier comment est-ce que le cerveau peut être une motivation pour à quoi devrait ressembler l'intelligence artificielle. Donc on a plein de collègues qui malheureusement ne sont pas ici aujourd'hui pour expliquer sur quoi ils travaillent, mais qui en fait essayent de créer dans certains cas des IA qui sont motivés par les mêmes circuits qu'on trouve dans le cerveau. Et donc pour le moment, disons que les avances dans ce domaine particulier sont peut-être un peu moins prononcées que dans les systèmes purement statistiques qu'on utilise pour le moment. Mais ça ne veut pas dire que cette motivation n'est pas présente et qu'elle ne pourrait pas être utilisée dans le futur. Donc peut-être pas ChatGPT 2.0, mais ChatGPT 9.0, peut-être qu'il y aura un peu plus de motivation de cerveau là. Merci beaucoup.